Salut Moussaillon, aujourd'hui je suis content de vous raconter l'histoire d'une course au large bien française, la route du Rhum. Alors je sais qu'on en a déjà parlé dans de précédentes vidéos, mais il y a pas mal de choses à ajouter. Dès sa création, on a vu que cette course allait marquer les esprits, et à ce niveau-là, c'est tombé juste. Tragédie, grande victoire, progrès technique et humain, cette course a tout connu. Mais avant de vous raconter tout ça, j'aimerais remercier le partenaire de cette vidéo, Accastillage Diffusion. Ils étaient partenaires techniques des bateaux accompagnateurs qui ont assuré la sécurité pendant le départ de la dernière route du Rhum. Et pour ceux qui ne connaissent pas, Accastillage Diffusion, c'est un spécialiste de l'équipement bateau avec plus de 20 000 références réparties en 13 gammes de produits, en cordage, en électronique, en pièces moteurs, sécurité et plein d'autres. Vous pouvez retrouver tous leurs articles dans leur catalogue de 400 pages qu'ils diffusent chaque année, ou alors sur leur site tout simplement. Accastillage Diffusion, c'est aussi le premier réseau de magasins en Europe, soit 140 magasins partout dans le monde, c'est beaucoup. Donc encore un grand merci à eux pour leur soutien, n'hésitez pas à aller les voir en magasin, et passons tout de suite à la vidéo. On est le 11 juin 1960 à Plymouth, au départ de la première Eurostar, la Transat anglaise. La course est considérée comme insensée par certains, et malgré la cinquantaine de dossiers d'inscription et un grand engouement pour la course, seulement 5 participants prennent le départ, 4 Anglais et 1 Français. Francis Chichester arrivera 40 jours plus tard à New York, et notre Français Jean Lacombe 2 semaines après, bon dernier. À ce moment-là, la course au large, c'est plutôt un sport d'anglais. Nous, dans la France, on n'est pas trop encore dans le délire, mais tout va changer en 1964 à la deuxième édition de l'Eurostar. 15 participants s'élancent, dont 11 Anglais, et bien sûr le tenant du titre, Francis Chichester. Mais à la fin, c'est un Français qui gagne, un certain Éric Tabarly, 33 ans, et évidemment vous connaissez la rivalité entre les deux pays, et donc cette victoire devient tout de suite historique. Tabarly devient directement une star, donc il a la Légion d'honneur, l'Ordre du Mérite Maritime, il a énormément de reconnaissance en France, et ça les Anglais, ils aiment pas trop, et heureusement pour eux, 4 ans après, à l'édition suivante, Éric Tabarly a une collision, et la victoire leur revient. Mais à partir de 1972, ça bascule et la Transat anglaise devient largement dominée par les Français. Cette année-là, c'est 3 Français qui sont sur le podium avec Alain Collat en tête, et 4 ans plus tard, en 1976, c'est Éric Tabarly qui remporte une nouvelle fois l'épreuve, et évidemment, ça commence à agacer sérieusement. Les organisateurs décident donc de limiter la taille des bateaux à 56 pieds pour l'édition suivante, et cette décision est montrée comme une lutte contre la démesure. Et en effet, c'est difficile de leur donner tort, parce que quand on regarde le club méditerranéen de 236 pieds que venait d'aligner Alain Collat, on voit que les bateaux commencent à grossir très sérieusement. Nous les Français de notre côté, on a un avis bien différent sur la question, on pense que cette réglementation de 56 pieds, c'est simplement pour nous mettre des bâtons dans les roues, et quand on regarde le dernier classement, on voit bien que cette réglementation fait principalement chier les Français. Et en plus, nous on veut pas se limiter à cette taille-là, on en veut toujours plus. Sauf que avoir le seum ne suffit pas à créer une course au large made in France. Pour bien comprendre l'origine de la route du Rhum, il faut revenir un an en arrière et voir ce qu'il s'est passé de l'autre côté de la Manche, en France. On se retrouve donc en 1975 et le petit frère du navigateur Olivier de Kersauzon, Florent de Kersauzon, déjeune avec son ami Bernard Haas. Alors je ne sais pas ce qu'il mangeait à ce moment-là, mais il faut savoir que Bernard, c'est le secrétaire général du syndicat des producteurs de sucre et de rhum, qui demande alors à son ami Florent qu'est-ce qu'on peut faire pour promouvoir le rhum? Et la réponse de Florent fut assez simple, une course à la voile qui va vers les Antilles. Et donc voilà d'où est venue l'idée de la route du Rhum. Ensuite, avoir l'idée, c'est bien, mais il reste encore pas mal de boulot. Florent va donc en parler à Éric Tabarly, qui au début ne voit pas trop l'intérêt d'une nouvelle course. Voilà, il en parle à droite, à gauche, mais la sauce ne prend pas trop. En plus, niveau réglementation en France, une course en solitaire, c'est un petit peu galère, mais un homme va tout changer. Michel et Thévenon. Je dis, mais il faut faire une course à la voile, bien sûr, qui va vers les Antilles, à l'automne. Michel, c'est un publicitaire de 57 ans qui connaît bien le monde du spectacle car il travaille depuis très longtemps pour l'Olympia. Niveau voile, il aime pas trop ça et il est absolument pas marin. Florent l'a contacté lui car il gère aussi le budget d'une marque de mousseux, Critère, qui sponsorise son frère Olivier. Voilà, donc Michel ne vient pas de nulle part, il a quand même un pied dans le milieu, mais au début, l'idée, ça le branche pas trop. Mais ça reste dans un coin de sa tête. Et avec le temps, il voit que la course au large intéresse de plus en plus le grand public et que de l'autre côté, la réglementation de la Transat anglaise commence à faire chier nos marins français. Et là, Michel, il voit qu'il y a un coup à jouer et se dit « Let's go, je vais créer ma course en solitaire, made in France ». Et donc là, il met en place tout son réseau, il commence à appeler les journalistes pour préparer le terrain. De l'autre côté, Florent continue à en parler autour de lui et les producteurs de rhum de Guadeloupe sont à fond dedans, ils adorent le concept et ils offrent même 500 000 francs aux 6 premiers de la course. Donc c'est bon, il y a bien une arrivée mais pas de départ. Historiquement, Bordeaux aurait été le choix le plus logique par rapport à l'histoire du rhum, mais l'intérêt de la course se trouvait plus à Saint-Malo. Voilà, Bordeaux, voile, ça matche un peu moins. Ce qui bloque maintenant, c'est la réglementation française qui impose aux navigateurs d'avoir une veille 24 heures sur 24,
c'est-à-dire une personne dehors qui veille en permanence s'il n'y a pas quelque chose autour. Sauf que pour traverser l'Atlantique, t'as besoin de dormir, du coup pour l'instant c'est mort. Mais évidemment Michel il a un plan très simple. Il va voir les généraux et les amiraux et il leur dit écoutez, moi je connais rien à la voile, j'aime pas le bateau, mais écoutez le gars que je sponsorise. Et donc il se ramène avec Olivier de Kersauzon qui lui a un très bon argument. Du coup si je résume, vous autorisez tous les ans des dizaines de milliers de chefs de bord à prendre la mer, mais vous l'interdisez à des marins professionnels qui naviguent avec les meilleurs bateaux et qui permettent à l'industrie nautique de progresser. Pas logique non? Et donc ça passe. Et en 1978, ils sont autorisés à prendre le départ. Mais Michel ne va pas s'arrêter là, il va en profiter pour déposer la marque et s'approprier la paternité du projet. Bien que Florent ait trouvé l'idée, le nom de l'épreuve, qu'il ait écrit le règlement de la course et qu'il a eu une place centrale pendant 2 ans, il va être doucement mis aux oubliettes. Jusqu'en 2013, il y a eu une bataille judiciaire pour attribuer la paternité de la route du Rhum, mais finalement la cour a dit à Florent de Kersauzon « Écoute, c'est bien beau d'avoir eu une idée, mais si tu l'as pas mis en place, elle ne t'appartient pas. » C'est ballot. Donc, la morale de l'histoire, c'est quand vous avez une idée, fructifiez-la vous-même. En tout cas, Michel et toute son équipe ont fait un super boulot parce que la première édition est un immense succès. Il y a 38 participants avec de très beaux noms à l'affiche, c'est des centaines de milliers de personnes qui débarquent dans les rues de Saint-Malo et plus d'1 millier de bateaux qui viennent admirer le départ sur l'eau. L'édition cartonne. Le succès s'explique parce que la course fait rêver tout simplement. Les marins quittent le froid de la métropole pour aller chercher les alizés qui les mèneront vers les plages guadeloupéennes et les cocktails. Bon, évidemment, maintenant, au moment du départ, c'est un petit peu le bordel sur l'eau. Il y a un petit peu de casse, mais bon, voilà, ça passe, ça le fait. Maintenant, il faut savoir que la route du Rhum est une course compliquée car elle se fait en automne. Ça veut dire beaucoup de tempêtes et des conditions difficiles. Et la première édition n'y a pas échappé. Dès les premiers jours, on compte plusieurs abandons. Et il faut savoir qu'à l'époque, les marins avaient beaucoup moins d'infos et qu'ils se guidaient principalement au baromètre ou à l'observation du ciel. Et donc forcément, tu subis beaucoup plus et tu peux te retrouver au cœur de la tempête sans trop le vouloir. Et c'est ce qui arrivait notamment aux 3 leaders, Malinowski, Birch et Colas. Alain Colas est à l'époque un des skippers préférés des Français. Il gagne, il a du charisme, il communique bien, bref, on l'adore. Mais avant cette route du Rhum, il a enchaîné pas mal de galères. Il s'était notamment endetté à cause de son club Méditerranée et il s'était blessé au pied suite à un accident. Et au moment du départ, il luttait contre une possible amputation de son pied qui signerait la fin de sa carrière de marin. Son bateau est vieux, sûrement pas assez entretenu, mais il a déjà fait un tour du monde en solitaire avec, et surtout, il veut la gagner cette course, ou peut-être il doit la gagner. Bref, il ne part pas dans les meilleures conditions, mais malgré tout cela, il reste favori. Et donc la course commence bien, il se retrouve même dans les leaders, mais à cette époque, on ne connaît pas trop la position des skippers et ils sont nettement moins bavards qu'aujourd'hui. Alain Colas, c'est tout l'inverse, il raconte ce qui lui arrive en mode poète, et c'est pour ça que les gens l'adorent. Au 12e jour de course, RMC reçoit un de ses messages. Le vent souffle très fort. Je suis au centre du typhon. Il n'y a plus de ciel. Dommage que les liaisons entre tous les skippers ne fonctionnent pas mieux, car nous sommes tous solidaires quand le temps est dur. La radio est comme la cordée des alpinistes. Puis après ce message, plus de nouvelles d'Alain Colas. Alors c'est anormal pour Alain Colas de ne plus en envoyer, mais c'est peut-être normal parce que dans les jours précédents, il avait raconté qu'il avait des problèmes d'énergie à bord et donc que peut-être il pouvait tout simplement plus en envoyer. Directement, il y a plein de rumeurs qui circulent à son sujet. Les plus optimistes disent qu'il est passé en tête de la course et il y a évidemment des plus pessimistes. Quelques jours après, on repère enfin les premiers arrivants en Guadeloupe, à environ 130 000 des côtes, et parmi eux, il y a Malinowski et Birch, mais aucune trace de Manureva. Des recherches seront alors lancées, mais personne ne trouvera jamais aucune trace de Alain Colas ou de Manureva. Certains diront qu'il s'est suicidé ou d'autres diront qu'il s'est caché sur une île déserte pour échapper à ses dettes. En tout cas, la disparition dans ces conditions d'un marin aussi célèbre et apprécié rend tragiquement cette édition inoubliable. Mais la première édition de la Route du Rhum va aussi entrer dans la légende grâce à son finish incroyable. Après plus de 23 jours en mer, Birch et Malinowski arrivent en même temps en Guadeloupe. Et la scène est marquante parce que les deux ont des bateaux vraiment très différents. Malinowski a un monocoque de 20 mètres, alors que Mike Birch a un petit trimaran d'à peine 12 mètres. Mais en tout cas, il faut vraiment se rendre compte qu'à l'époque, ils étaient vraiment moins bien équipés. Par exemple, en s'approchant de la Guadeloupe, Mike Birch a pris la radio pour demander y a combien de participants qui sont arrivés. Et c'est la femme de Malinowski qui lui a répondu par la radio pour lui dire là, personne n'est arrivé, c'est une régate entre vous et mon mari. Et que le meilleur gagne. Et au final, il se tire la bourre et c'est le petit trimaran jaune Olympus Photo qui devancera le critère 5 de Malinowski pour 98 secondes. Et c'est la première fois qu'un multicoque s'impose dans une transatlantique. C'est donc une révolution
et un grand tournant technologique pour la course au large. Ce petit trimaran jaune était rapide, solide, léger, pas d'électronique à bord et prêté gratuitement à Birch par un de ses amis. Bref, Michel Etévenon ne pouvait pas rêver d'un meilleur vainqueur pour cette première édition. À partir de 1978, les éditions vont s'enchaîner avec des bateaux toujours plus rapides, légers et connectés. Un seul point commun, des conditions jamais faciles, c'est la marque de fabrique de la Route du Rhum, vous l'aurez compris. Pour la deuxième édition, tous les bateaux vont s'équiper d'une balise qui permettra de connaître leur position 4 fois par jour et qui sera munie d'une alerte en cas de chavirage. La disparition d'Alain Colas a forcément marqué les esprits et donc tous les participants vont embarquer avec eux une combinaison de survie. Les bateaux font déjà un bond technologique avec par exemple les foils sur le bateau Paul Ricard d'Éric Tabarly. Il y a aussi la fibre de carbone qui est de plus en plus utilisée car légère et résistante. Et par exemple le futur vainqueur de l'édition Marc Pajot utilisera le premier mât L en carbone, ce qui lui permettra d'avoir un bateau extrêmement performant. D'ailleurs j'entends souvent dire mais les bateaux avec des foils en fait c'est plus des bateaux mais c'est des avions. En fait c'est pas loin de la vérité parce qu'il y a un paquet d'ingénieurs en aéronautique qui ont travaillé sur ces bateaux là et par exemple Éric Tabarly était lui-même pilote dans l'aéronautique navale donc c'est assez logique. Et aussi les foils ça date pas d'hier, on en parlait déjà il y a 40 ans. Évidemment au cours des éditions ils vont prendre de plus en plus d'ampleur, ils vont s'allonger, se courber jusqu'à faire voler la coque des voiliers au-dessus de l'eau. Quand on s'intéresse à la route du Rhum, on s'intéresse aussi aux progrès technologiques parce que c'est un sport mécanique avant tout. Et de nombreux marins qui ont gagné ou qui gagneront de nombreuses courses ont fait progresser leur sport grâce à leur victoire bien sûr, mais aussi et peut-être surtout grâce à leurs échecs. Et ça, même pour des bateaux qui se sont cassés la gueule au moment du départ. Ça arrivait par exemple à Loïc Perron quelques années plus tard, mais à cette édition ça a été le cas pour Rosière de Guy Delage. Rosière, c'était un trimaran plus large que long avec un mât pivotant et un rapport poids-puissance de fou. Bref, ce trimaran va inspirer les prochains pour la route du Rhum. Le problème, c'est que les innovations sont souvent accompagnées d'échecs, et ça, Rosière l'a bien expérimenté. Mais même si ça a été un fail immense à ce moment-là, il y avait plein de leçons à retenir pour les prochaines éditions. Moi, il me fait peur parce que le mât peut faire chavirer le bateau à partir de force 9, le bateau peut chavirer. Pour gagner la route du Rhum, il ne suffit pas d'avoir le bateau le plus rapide. Il y a aussi un facteur très important à savoir gérer, c'est la météo. Et donc, Philippe Poupon va aborder l'édition de 1986 un peu différemment des autres coureurs. Jusque-là, la stratégie était assez simple, c'était sortir de la Manche en remontant le vent, puis ensuite subir les dépressions, voir où ça nous mène, et enfin filer vers le sud pour rejoindre les Alizés, qui nous mèneront vers la Guadeloupe. Et à ce moment-là, Poupon et son auteur Jean-Yves Bernot, ils vont se dire « Maintenant, on a des outils de plus en plus fiables pour jouer avec la météo, alors maintenant, les dépressions, on va plus les subir, mais on va essayer de jouer avec pour gagner un maximum de temps. » Et ça marche. Pendant que les autres filent vers le sud, Philippe Poupon reste dans le nord pour aller chercher les fronts, pour aller chercher le bon vent, et quelques jours plus tard, il remporte la route du Rhum. Et mine de rien, cette façon de s'y prendre, ça paraît évident aujourd'hui, mais à l'époque, c'était totalement révolutionnaire et ça va changer la stratégie de la course au large. Cette même édition a été marquée par des conditions particulièrement difficiles et la disparition de Loïc Karadec. Il était parti avec le trimaran royal doté d'un mât L imposant. Le mât L, ça a plein d'avantages, tu peux par exemple avancer sans toile avec juste ton mât. Mais le problème, c'est qu'en cas de vent très fort, en fait, tu peux pas replier ton mât et donc tu vas forcément avoir un problème de surpuissance. Et le problème, c'est qu'à cette édition-là, le vent a été particulièrement fort, il a même dépassé le force 10. Un force 10, c'est des conditions extrêmement compliquées, même pour un marin expérimenté, et qui dit surpuissance dit rapidement chavirage pour un trimaran, et c'est ce qui est arrivé au Royal. Florence Artaud et les secours retrouveront le bateau, mais jamais Loïc. En 1990, tous les bateaux sont maintenant équipés d'un GPS qui permettent de connaître précisément leur position et la position de leurs adversaires. C'est une arme rapidement devenue indispensable car maintenant, grâce à l'ordinateur, on peut faire des routages pour son bateau et pour celui de ses adversaires. C'est-à-dire que l'ordinateur va proposer des routes optimisées par rapport aux fichiers météo et aux performances du bateau. Et cette année, c'est la 4e participation de Florence Artaud qui a un bon bateau qui lui permet de rêver de victoire. Mais le problème, c'est qu'au moment du départ, elle est blessée. Elle doit porter une minerve qu'apparemment elle ne portera pas tellement. Et pendant la course, elle enchaîne les galères. Elle aura beaucoup de soucis d'électronique, elle aura même une fausse couche et à un moment, elle ne connaîtra même plus sa position dans le classement. Et malgré tout cela, elle remporte la course, c'est tout simplement historique. Dans un monde ultra masculin, c'est une femme qui a remporté la plus dure des transatlantiques, la route du Rhum. Et donc ça y est, Flo est entré dans la légende. C'est étonnant parce qu'entre le moment où je me suis dit ça peut être chaud et le moment où j'ai chaviré, ça dure une seconde quoi.
Sur les 2 éditions suivantes, ça sera au tour de Laurent Brognon d'entrer dans la légende en gagnant 2 fois d'affilée la route du Rhum, avec des bateaux qui vont toujours de plus en plus vite, avec une électronique de plus en plus précise. Et maintenant, c'est la classe de trimaran Orma qui règne sur la course au large. Mais comme je vous l'ai dit plus tôt, parfois c'est les échecs qui font que la mécanique progresse. Pour l'édition de 2002, la classe des trimarans Orma est favorite pour remporter la victoire. Parmi ces 18 trimarans, 11 sont sortis des chantiers il y a 1 an ou moins. Pour un bateau, c'est très jeune. Après la sortie du chantier naval, un bateau n'est jamais au maximum de son potentiel. Il reste encore à le fiabiliser et à l'améliorer en le testant dans plein de conditions différentes. Et encore une fois, une grande tempête attend les participants. Sur les 18 à partir, seuls 3 seront classés à la fin en Guadeloupe. Cette édition fait évidemment réagir parce que même si ces bateaux ont un potentiel de fou en temps correct, la route du Rhum c'est une fois sur deux une immense tempête, donc ça ne matche pas et ça fait courir des risques insensés aux skippers. Les architectes vont donc avoir beaucoup de boulot pour corriger le tir. En tout cas cette année, le vainqueur de l'épreuve c'est Michel Desjoyaux et ce sera Hélène MacArthur qui remportera l'épreuve en classe IMOCA. Sur l'édition de 2006, c'est le lancement du jeu Virtual Regatta. Ça y est, des skippers virtuels jouent en direct avec des skippers réels. Alors forcément, il paraît loin le temps où on connaissait à peine la position des skippers réels et qu'on avait seulement quelques messages radio. C'est aussi le lancement de la participation des classes 40 qui deviendront la classe la plus représentée de la course. La classe Orma est encore favorite pour remporter l'épreuve, mais depuis la dernière édition, les bateaux ont été renforcés et ils sont maintenant dotés d'un système anti-chavirage. C'est-à-dire que quand le bateau sent qu'il va chavirer, automatiquement un mécanisme ouvre en grand les voiles, ce qui permet de limiter la surpuissance et de rétablir l'équilibre du bateau. Et évidemment, pour permettre la navigation en solitaire sur des grands engins aussi capricieux que cela, il faut reconnaître qu'il y a eu de grands progrès au niveau du pilote automatique qui barre presque aussi bien, voire peut-être mieux qu'un skipper à ce moment-là. En tout cas, cette édition est très cool, il n'y a pas trop de vent et Lionel Lemonchois va réussir à remporter l'épreuve en faisant un seul virement et 3 empannages pendant la course. C'est-à-dire que le gars a traversé l'Atlantique pendant une course au large en ne changeant ses voiles de côté que 4 fois. Le record est encore à battre. En 2010, Franck Amar remportera l'épreuve avec son Groupama 3 et son vélo dans la nouvelle classe des ultimes, c'est-à-dire des trimarans de 32 mètres environ. Loïc Perron sera vainqueur en 2014 avec Banque Populaire alors qu'il était remplaçant de dernière minute d'Armel Lecléache. Enfin, Francis Joyon remportera l'épreuve en 2018 avec son trimaran IDEX Sport. Je viens donc de vous citer 3 victoires espacées de 8 ans avec 3 marins différents et pourtant à chaque fois c'était le même bateau. Alors bien sûr je ne vous dis pas qu'il n'y a pas eu de progrès en 8 ans, le bateau a été retravaillé et il y a eu plein d'autres progrès dans d'autres aspects de la course. Mais il faut reconnaître que Francis Joyon a réussi à remporter l'épreuve en 2018 alors que le bateau commençait déjà à se faire un peu vieux. Quand on regarde la route du Rhum aujourd'hui, la course a bien changé. En 2022, la course est un immense sprint et Charles Caudrelier a remporté l'épreuve en moins de 7 jours. Contre plus de 23 jours pour Mike Birch, je vous le rappelle. Ça devient de plus en plus exigeant, ça devient un sport de plus en plus intense, dans lequel l'engagement est hyper fort et de tous les instants. On a bien vu les visages aux arrivées de la catégorie IMOCA et Ultime. Voilà, donc on est de plus en plus poussé vers la performance. C'est top quand on aime ça comme moi, c'est sûr. Par contre, ça donne des bateaux assez inconfortables. Et voilà, c'est forcément pas pour tout le monde, mais quand on est sportif de haut niveau comme nous, on adore ça, on adore pousser les bateaux à fond. Et même si c'est difficile, on reviendra. Alors, l'évolution des bateaux, ça dépend des catégories. On a vu chez les classes 40 une évolution de la puissance qui a été au détriment du passage dans la mer, surtout au portant. Donc on va peut-être voir une amélioration du design des étraves pour trouver plus un compromis entre la puissance et la facilité de passage dans les vagues. Pour ce qui est des IMOCA, clairement ils avaient un comportement très difficile pour la génération 2020. Et là, on va pareil passer dans une design de coque qui améliore le passage dans les vagues. Alors, on ne va pas grandement améliorer le confort des marins. Par contre, on va peut-être être sur des bateaux un petit peu plus faciles à mener et être capable de tenir des moyennes encore plus élevées, ça c'est sûr. Alors aujourd'hui, certains diront que la route du Rhum a perdu de sa saveur, mais c'est grâce à des compétiteurs comme ceux d'aujourd'hui et d'hier qu'on réussit à avoir des progrès technologiques qu'on utilise parfois à notre tour sur nos bateaux de croisière ou même ailleurs. Et voilà Moussaillon, c'est la fin de cette vidéo sur l'histoire de la route du Rhum. Évidemment, je vous ai parlé juste d'1% de son histoire tellement elle est riche. Et en plus, j'ai quasiment parlé que des bateaux les plus rapides, mais il existe plein d'autres classes maintenant. Bref, c'est une course super intéressante. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu et à t'abonner.
ça m'aide beaucoup à produire de nouvelles vidéos. Et sur ce, je te dis à très bientôt, bon vent, ciao ciao.